Quand je suis arrivé, ils ont dit Anderson, ils attendaient quand même un blanc suédois. Et pas du tout. J'ai un agent qui vient et qui me dit demain, tu pars avec moi en Suisse. J'ai dit mais c'est où la Suisse? C'est un très bon coach, mais je ne respecte pas l'homme. Ballon d'or cette année. Benzema. Ah, Benzengol, Karim. Je ne sais pas si les gens le savent. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Tu m'as attendu. Salut Oh My Goalers, bienvenue pour un nouvel épisode de Call Interview avec Sonny Anderson. Avant qu'on parle de l'OM, de son arrivée en Europe, de l'ASM, de l'enfer qu'il a vécu à Barcelone et de comment il a révolutionné l'Olympique Lyonnais, je vais vous demander de vous abonner. Bah oui, on s'abonne pour rien manquer des prochains épisodes de Call Interview et des vidéos proposées par Oh My Goal. Maintenant que c'est fait, Sonny Anderson. Attends, parce que je réalise un rêve de gamin quand même, donc je prends le temps, tu vois, je savoure. Sonny Anderson, comment ça va? Ça va, Colin? Tout va bien. Et toi? Ça va au top. J'attendais notre moment, tu vois, j'attendais notre petit rendez-vous depuis un moment maintenant parce qu'on l'a calé comme il faut, comme des grands, avec une semaine d'avance et je comptais les jours. Écoute, j'ai plein de trucs à te dire, tu vois, j'ai plein de choses à te demander, mais on va commencer par un petit jeu pour te mettre un petit peu dans l'ambiance de Call Interview. C'est l'interview The Best et on va voir si tu as des anecdotes, si tu en as en tout cas, tu n'hésites pas à en partager. Ça marche? Ça marche. Dis-moi, le meilleur match que tu as pu disputer en Ligue 1? Il y en a eu beaucoup. Hein. Il y en a eu beaucoup. Moi, je vais dire que dans le meilleur match, c'était la finale contre Lens à Gerland avec l'OL. On gagne le premier titre. Voilà. Je n'ai pas marqué, mais pour moi, c'était celui qui a, voilà, en Ligue 1, celui qui m'a marqué le plus. Alors que Lens avait besoin juste de match nul. Ouais. Et on a dit, voilà, il faut qu'on joue à la finale chez nous et on va la gagner. Incroyable. On va en reparler de ce titre, mais incroyable. Déjà, il commence fort, Sonny Anderson. Le meilleur entraîneur que tu as eu? C'était Jeannot Tigana. D'accord, à Monaco. À Monaco. Parce que Jeannot, il m'avait montré ce que c'était le haut niveau. C'est-à-dire que moi, pendant une semaine, j'ai mangé de pain au chocolat, des croissants. Il m'a chopé. Ouais. Et le match d'après, on jouait à Montpellier à Monaco. Il m'a mis sous le banc. D'accord. Il m'a mis sous le banc et il m'a piqué. Le match d'après, j'étais titulaire au Havre. On gagne 2-0. J'ai marqué 2 buts. Ok. Ouais, donc ça a marché quand même. Ça a marché. Le meilleur joueur que tu as affronté? J'ai joué avec et j'ai affronté. On va dire que c'est Ronaldo. Phénomène, parce que j'ai joué avec lui en sélection et j'ai joué contre lui quand j'étais à Villarreal. Le coéquipier le plus drôle? Le plus drôle que j'ai eu, c'était le père Busquets. Ah ouais, tu as eu le papa Busquets, c'est vrai. Ouais, il était gardien remplaçant. Et il était drôle quand il était dans le but, il était drôle dans le vestiaire. En fait, son fils aujourd'hui, ce qu'il a avec les pieds, son père, il n'avait pas avec les mains. En fait. Ouais. Le plus beau but ou le plus important que tu as marqué dans ta carrière? Moi, j'ai dit que le plus beau, c'est quand Monaco, quand je suis à Lyon. Ouf, ouais. J'ai fait le lob sur Porato. Et dès le moment où je reçois le ballon d'Eric Carrière, je vois Stéphane Porato qui avance et je suis complètement excentré sur mon pied gauche. Et dans ma tête, je me suis dit, il faut que je réalise ce geste-là pour pouvoir marquer. J'ai réalisé exactement ce que j'ai voulu faire dans ma tête. Pour moi, voilà, c'est pour ça qu'il est le plus beau. Incroyable, je l'ai revu ce but justement, juste avant d'entrer l'interview. Et elle tombe où il faut pour que Stéphane Porato ne puisse pas la toucher. Il y a le défenseur qui revient. C'est vrai que c'était le geste à faire. La plus belle ambiance dans un stade? Waouh, c'est vraiment, vraiment difficile à dire parce que j'ai vécu des moments exceptionnels à Marseille, quand je joue à Marseille, à Lyon. Je pense que ce que j'ai vécu, c'est à Celtic, à Glasgow. Parce que en fait, c'est une ambiance qui n'arrête jamais. Il n'y a pas ce moment de pause, ça chante tout le temps. La dernière, le joueur qui criait le plus dans le vestiaire quand ça ne marchait pas? C'est Philippe Violo à Lyon, parce qu'il était un râleur. Il ne criait pas, mais il râlait. Quand ça n'allait pas dans le vestiaire, il râlait sur le terrain. Plutôt vraiment un râleur. En revanche, moi j'y criais pas mal. Bon, Sonny, je n'étais pas tous les jours en interview. C'est rare. Donc, on va en profiter un petit peu pour creuser dans ta carrière un petit peu des détails qui n'ont pas forcément été évoqués avant parce que je pense qu'il y en a plein. Donc, aujourd'hui, je te tiens. Je ne te lâche pas. Et on va en parler un petit peu. Déjà, pour commencer, le prêt l'OM. Sonny, il y a des étapes. Avec tout le respect que j'ai pour le Servette, d'accord? Il y a des étapes entre le Servette en Suisse, mais l'OM, c'est quand même un des clubs phares de France. Il y a quand même des niveaux d'écart. Comment le contact, il se crée? Tout simplement parce qu'on avait, au début de saison, on avait fait un match contre Marseille, match de préparation.
j'avais joué ce match et en face de moi, il y avait Marcel Desailly, William Prunier. Et sur le banc, il y avait encore Boli et Dimeco qui n'ont pas joué, mais qui sont venus. Il y avait Didier Deschamps qui était là. Je ne pensais pas dire je vais faire un gros match pour partir à Marseille. Je voulais juste faire un gros match contre Marseille. Parce que Marseille venait juste d'être champion d'Europe, gagner la Champions League. Et j'ai dit, ben, c'est un grand club, je vais être bon face à ces grands clubs-là. Voilà. Et en fait, on gagne 2-1, je marque un but. Et 2 jours après, en fait, le président Paul-Henrique Weiler qui me dit, le Marseille veut te récupérer. Et j'ai dit, ben oui. Mais j'ai dit, ben, ils sont champions d'Europe quand même. C'est Marseille. Le contact, c'était juste que les joueurs de Marseille, Deschamps, Dimeco, tous les joueurs qui ont joué contre moi, ils ont dit à l'époque à Bernard Tapie, c'est lui qu'il nous faut. C'est ce joueur-là qu'il nous faut. Et du coup, comme le Marseille ne pouvait pas recruter, Marseille ne pouvait pas payer mon salaire, et on a fait un transfert, un prêt gratuit, mais payé par le Servette. Et j'ai signé 6 mois, à Marseille. Donc, tu te retrouves quand même du Servette à l'OM avec. Tu es au milieu des. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il y a Desailly, il y a Angloma, il y a Desailly était parti, il y a Barthez, il y a Boli, Dimeco, Bogossian, Dragan Stojkovic, Rui Barros, Ruud Voller. Je me retrouve là, au milieu de tout ça. Mais ce qui est marrant, c'est comme si j'avais vécu à Marseille toute ma vie, quoi. Ouais, parce que l'adaptation est pareille encore. Ça marche à Marseille, ça clique tout de suite. Il y a un choc de culture à un moment qui vient quand tu vois l'ambiance de Marseille, le style de vie, le foot. Il n'y a pas ça chez toi? Non, parce qu'en fait, dans toutes les villes, dans tous les clubs, dans tous les pays, ce que j'ai pu jouer, en fait, je me base, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est le Servette, c'est ici que je fais ma carrière. Quand je suis arrivé à Marseille, je savais que j'avais pour 6 mois. Mais j'ai dit, mais c'est ici que je fais ma vie. Je me suis adapté parfaitement à connaître les gens de Marseille, parler la langue correctement, de vivre dans ce club comme si j'allais rester toute ma vie. Moi, je ne pouvais pas m'accepter avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, dans mon enfance, et de dire, ah, ça va me manquer, je ne peux pas vivre comme ci, je ne peux pas vivre comme ça. Parce qu'on vit quand même, on était privilégiés. Je commençais à être un privilégié de football. Dans une ville comme Marseille, alors que j'étais au Brésil il n'y a pas longtemps, dans la galère et tout. J'ai dit, ben non, c'est ici que je veux vivre à chaque fois. À chaque fois, j'ai pensé ça dans toutes les villes ou dans les clubs où j'ai joué. C'est là que les questions elles commencent à arriver pour moi. À l'OM, tu es dans un grand club, ok, on l'a dit, champion d'Europe, avec une ambiance, la ferveur marseillaise. Tu es un joueur qui a quand même. Tu es jeune, tu es un jeune homme, mais tu es quand même un joueur. Quand on connaît la carrière des joueurs, le temps que ça peut durer, tu n'es pas au début de ta carrière. Tu as quand même déjà 23 ans quand tu signes à l'OM. Oui. Donc, tu te retrouves quand même par un concours de circonstances inespéré et par ton talent, voilà, il faut l'avouer quand même, surtout ton talent, tu te retrouves dans un club majeur de France et d'Europe. Comment, au bout de 6 mois, alors que tu pètes tout, une vingtaine de matchs, 16 buts, 2 passes décisives, tu joues au milieu de grands joueurs, il y a tout pour que ça pète et pour que ça marche. Comment l'idée de départ, elle arrive? Parce que Marseille est descendu en Ligue 2. Tout simplement. Parce que moi, je voulais rester à Marseille, mais comme Marseille était avec l'affaire, le MVA était rétrogradé en Ligue 2, et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais une carrière que je pouvais faire en Ligue 1, avec tout le respect pour la Ligue 2, mais je ne me voyais pas jouer une saison à Marseille en étant en Ligue 2, mais plutôt de haut niveau. Voilà. Et moi, j'étais en train de monter au niveau de ma carrière grâce au Servette et notamment à Marseille. J'ai dit, ben, je ne peux pas aller plus bas. Je ne vais pas descendre. Il faut que je reste toujours plus haut. Mais si Marseille, à l'époque, pouvait recruter et pouvait me garder, voilà, c'était avec plaisir que j'avais expliqué à l'époque, mais je ne pouvais pas rester pour jouer en Ligue 2. Je suppose que quand Marseille descend, que tu as brillé à l'OM, que le Servette est clairement vendeur et sans le jackpot, est-ce qu'en dehors de l'ASM, il y a des possibilités? Oui. C'était quoi les possibilités? J'avais Naples, j'avais l'Inter de Milan. Ouais. J'ai refusé parce que je ne voyais pas jouer en Italie. C'était pas un football, alors qu'il y avait des grands joueurs qui étaient en Italie. Moi, je ne voyais pas mon football en Italie. Et comme je connaissais à l'époque, je connaissais Monaco, je vais jouer contre Monaco et je voyais des joueurs comme il y avait Lilian Thuram, Monet Petit, Enzo Schifo. Moi, j'ai remplacé Klinsmann qui était là-bas. Et quand je voyais ça à l'équipe de Monaco, j'ai dit,
Moi, je veux jouer dans cette équipe. Cette équipe va me faire tellement de bien. Je ne connaissais pas du tout la vie à Monaco, hein. Je pensais que c'était un peu comme Marseille, hein. À la fin, joueur de Ouais, foot. bah oui. Euh, Bah, c'est un peu différent. c'était, quand je suis arrivé, c'était un peu différent. Un peu. C'est pour ça que j'ai eu une première saison assez compliquée à Monaco, Ouais. parce que j'ai vécu 6 mois à Marseille, que je n'ai jamais rencontré ça à Monaco. C'est ce que j'allais te dire, parce qu'en fait, sur tout ton passage en France, je crois que cette saison-là, c'est la moins bonne. Je crois que tu fais Oui, 11 buts, 11 buts. ce qui reste, on dit moins bonne. Il y en a plein qui aimeraient mettre 11 buts dans leur première saison et l'appeler la moins bonne saison de leur carrière. Mais tu mets, par rapport à tes standards, tu mets quand même seulement 11 buts. L'année d'après, tu doubles ce total-là. Alors, tu m'as parlé du changement de vie. Est-ce que dans le jeu, dans le vestiaire et dans l'adaptation de ce qui t'était demandé, notamment par le coach, un certain monsieur un peu connu aujourd'hui, est-ce qu'il y avait quand même des difficultés que tu as rencontrées? Non, la difficulté que j'ai rencontrée à Monaco, c'était dans mon état d'esprit à moi. Ouais. C'est-à-dire que vous allez à Monaco, dans la ville, personne ne vous parle comme footballeur parce que personne ne vous connaît. Je Mm. venais d'arriver, alors qu'à Marseille, je faisais 2 pas. Voilà, c'était des autographes, des photos et tout. Et à Monaco, rien. Premier match à Monaco de préparation, on fait un match, il n'y a personne dans le stade. Dans mon état d'esprit, je n'ai pas bien appris. Et Ouais. voilà, je me suis blessé à la voûte plantaire 2 fois. J'ai passé une saison où je disais, bah, il faut que je parte. En fait, ce que les gens ne savent pas, parce qu'on a tous un moment de difficulté dans notre vie qu'on se prend pour d'autres, dans notre carrière de footballeur. Et c'est ce moment-là, je me suis pris pour un autre. Je me suis dit, bah, ce club ne me mérite pas. Ah, tu Alors, t'es dit ça? voilà, au lieu de dire, parce que quand j'ai joué, j'ai écarté les bras, j'ai râlé après de tout le monde. J'avais pris un peu la grosse tête par rapport à ce que j'ai vécu à Marseille, Mhm. par rapport à ce qu'on m'avait transformé Marseille en marquant 16 buts en 20 matchs. J'étais dans la liste de la Coupe du Monde en 94, mais je ne suis pas allé. Voilà, tout ça, ça fait que dans ma tête, j'ai pris la grosse tête. Mais j'ai eu la chance d'être d'une famille de footballeurs. Et j'ai rencontré des gens à Monaco, notamment quand Gilles Grimandi. Et Gilles Grimandi, il m'a dit, fais attention, tu es en train de partir un peu en live, ta vie. Tu es en train de prendre un peu la grosse tête. Et j'ai dit, mais c'est rien et tout, mais tout le monde en parle autour et tout ça. Attention, Sony. Et mon frère, qui était au Brésil, avait vu un match. Il m'a appelé. Il m'a dit, je ne t'ai pas reconnu. Tu te prends pour qui pour Jésus-Christ, à écarter le bras tout le temps. Tu te prends pour qui à râler tout le monde. Tu ne cours pas, tu ne bouges pas. Et ça m'a fait de mal. Ça m'a fait de Ouais. mal d'entendre ça, que ce n'était pas moi au départ. Et là, j'ai pris conscience que, en fait, ce n'est pas les autres, c'était moi qu'il fallait changer. C'était à moi de changer. Et à partir de là, j'ai changé. Tu sais, au fil des call interviews, au fil des interviews que je peux faire, je vois à quel point l'entourage, il est déterminant pour un joueur de foot. Ah, mais c'est très, très important. Ça peut aller dans le bon sens comme le mauvais. Et Ouais. ça, il faut savoir utiliser les mots et de faire confiance à les bonnes personnes dans l'entourage. Mm. Parce que dans le football, on a beaucoup de monde qui est autour de nous. Il faut savoir qui sont les vrais qui veulent le bien. Parce que ceux qui disent toujours, oui, tu as raison, ce n'est pas souvent ceux-là qui veulent le bien. C'est Mm. souvent ceux qui te disent, bah, attention, tu es, en train de faire les conneries, tu es en train de faire n'importe quoi dans ta vie. Ceux-là, ils veulent le bien. C'est Ouais. ça qu'il faut comprendre. Ouais. Quand tu es à Monaco, tu croises un certain Thierry Henry. Oui. Moi, en call interview, quand on mentionne Thierry Henry, je suis obligé de m'arrêter dessus. Thierry Henry, toi, tu le connais, il est tout petit, entre guillemets. C'est un jeune joueur qui débarque dans le monde du football professionnel avec tout le talent qu'on connaît. Mais à l'époque, est-ce que toi, en tant qu'attaquant, qui a des qualités de vitesse, qui a des qualités de percussion, qui adore le but, est-ce que tu sens que chez ce gamin-là, il y a un truc qui peut faire que ce sera un grand monsieur? Oui, parce que c'est assez intéressant parce que euh, les premiers entraînements qui est venu Titi fait avec nous, ses prises de balle, ses accélérations, sa personnalité, de marquer des buts, de vouloir faire quelque chose. Souvent, un jeune, quand il vient, ils sont timides, ils respectent trop. Le respect que Titi il a eu par tout le monde, c'est qu'il respectait tout le monde, mais il jouait. Il avait envie d'accélérer, il accélérait, il avait envie de s'entraîner, il s'entraînait, de marquer des buts. J'ai vu ça tout de suite. Il a eu un énormément de travail parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Titi comme peut-être un avant-centre, mais il était ailier gauche. Il était au Ouais, service de l'équipe. Il faisait plus de passes à moi que moi à lui. Et voilà, il était attiré par marquer des buts. Quand on faisait le travail devant le but, il regardait où il venait travailler avec nous.
Et après, c'était l'envie. Moi, ce que je dis, c'est la personnalité, c'est l'envie qu'il avait de réussir, mais pas n'importe comment. Et tout était bien contrôlé et géré, tout ce qu'il a fait pendant tout le long de sa carrière. À Monaco, tu connais un monsieur Wenger. Oui. J'aime pas, je vais pas spoiler parce que j'ai envie que tu me dises ta version. Dis-moi comment tu grandis entre ce passage-là là, que tu me racontes où tu as peut-être pris un peu la grosse tête, tu as dû la dégonfler un petit peu et revenir à ce que tu sais faire, à ce que tu aimes dans le foot. Comment tu évolues à Monaco en dehors de ça? Comment tu progresses? Déjà, je suis arrivé à Monaco. Quand vous avez Arsène Wenger qui vient et qui discute avec vous et qui fait votre contrat et qui mange avec vous pour ciné et qui vient à l'hôtel presque tous les jours prendre des nouvelles et tout, on dit, là, il y a quelque chose. Ouais. Là, il y a quelque chose. Et les entraînements, après, il est resté un mois et demi à Monaco. En fait, ce qui nous fait progresser à Monaco, ce n'est pas individuellement à Monaco, c'est un groupe. Vous avez l'impression d'être entre amis, un groupe qui vit bien, vous réussissez à Monaco. Individuellement, si vous pensez qu'à vous, vous n'allez pas réussir parce qu'il n'y a pas la faveur du public. Vous n'avez pas cette pression qu'on a besoin au football à Monaco. Et cette pression, on se mettait entre nous, le groupe. C'est comme ça qu'on arrivait à réussir à Monaco. Tu fais tes gammes, 11, on l'a dit, 11 buts, 22 la deuxième saison, 26 la saison d'après. Et on va le rappeler, mais les attaquants, il n'y avait pas les deux extraterrestres, Messi et Cristiano. Donc, une saison à 26 buts, c'était une très grosse saison. L'option Barcelone, elle se dessine comment? Parce que est-ce que c'est un contact direct? Est-ce que c'est toi qui te dis Monaco, j'ai fait mon temps, il faut que je parte? Comment ça se fait? Non, parce qu'en fait, je venais d'être champion de France Ouais. avec Monaco, élu meilleur joueur de championnat de France. J'avais re-signé mon contrat. Je n'avais pas l'idée de partir. Je voulais rester à Monaco. J'ai encore des choses à faire ici, notamment au niveau européen. Et en fait, en discutant avec l'époque avec mon agent et avec le président Campora, il me sort une proposition de Paris Saint-Germain. Et le président Campora, il a dit, OK, c'est 80 millions de francs. Paris Ok. Saint-Germain dit, bon, on donne 50. J'ai dit, c'est vous le club président, c'est vous, vous décidez ce que vous voulez. Mais moi, je vais rester à Monaco. Mon agent me dit, Sonny, ce midi, je mange avec des gens de Barcelone. J'ai dit, mais pourquoi faire? Ils sont venus discuter avec moi. Et il m'a dit ça le matin. L'après-midi, il m'a dit, tu pars à Barcelone. J'ai dit, mais comment je pars à Barcelone? Barcelone offre 180 millions de francs. Voilà comment je suis parti. C'est incroyable. Mais il demandait 80. Oui, et ils sont de plus. Ok. D'accord. Monaco demandait 80. Barcelone, pour être sûr que personne d'autre vient me récupérer, ils ont proposé 180 millions de francs. Ouais, et Je sais pas. encore une fois, on est loin des chiffres complètement fous du marché Mais à d'aujourd'hui. l'époque, j'étais le plus gros transfert qui est parti. Moi, je venais juste pour remplacer Barcelone, remplacer Ronaldo. Et j'ai dit, il faut que je parte parce que c'est Barcelone. D'un moment où le club trouve vraiment l'intérêt, et on trouve tous, parce que jouer à Barcelone, c'était quand même exceptionnel, qui a l'argent au milieu pour le transfert, voilà. C'était compliqué les adieux avec le président Campora, parce qu'on avait créé quelque chose de très fort et je dis, je voulais rester à Monaco. Mais bon, quand il y a 180 millions de francs à l'époque, Ouais, tu voilà. m'étonnes. Et il n'y a pas cette crainte, même si je comprends, hein, tu me le dis, il y a Barcelone, etc. Mais tu as quand même brillé en France, particulièrement brillé en France. Tu me dis que tu avais déjà la clairvoyance de te dire que ça ne marcherait sûrement pas en Italie, que ce n'était pas le football que tu pratiquais. Est-ce qu'il y a cette crainte par rapport au foot espagnol? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, peut-être que le PSG, c'est mieux parce que le foot, je le connais, les qualités que j'ai elles correspondent au football français. L'Espagne, je ne sais pas. Non, parce que j'avais pas, parce que le football espagnol, en Espagne, c'est le jeu, le football qui était en. Et là, ça me plaisait parce que c'est ce que j'avais rencontré à l'époque à Marseille, ce que j'ai rencontré à Monaco, et je pouvais retrouver ça à Barcelone. Quand on regarde le dimanche soir les matchs de Barcelone, on le voit Stoichkov avec Ronaldo, on voit, il y avait Guardiola, il y avait Figo. C'est quoi ces joueurs-là? Je vais être au milieu. On revient toujours à la même chose. Je vais être au milieu de tous ces joueurs-là. Alors que j'avais déjà des grands joueurs qui jouaient avec moi. Ça, c'était plus simple, plus facile. Ouais. Et moi, quand je suis parti à Barcelone,
j'ai eu un coup de fil de Bernard Tapie parce que moi, j'ai dit toujours, pour moi, c'était un ange qui a veillé sur moi dès mon arrivée à Marseille. Il m'avait dit, mon petit Brésilien, ce qu'il t'avait fait dans les matchs au championnat de Ligue 1, c'est ce qu'il va falloir le faire à l'entraînement pour réussir à Barcelone. Et il dit, parce que là-bas, ça ne suffit pas ce que tu vas faire à l'entraînement, il faut faire plus. Parce que là, tu passes à une autre dimension. Et j'ai compris. Mais alors, bon, là encore, beaucoup de questions. J'ai besoin que tu connectes les fils. D'accord. Tu arrives à Barcelone. Tu as dit, c'est des noms de fou. Alors, il n'y a plus Ronaldo. Oui. Mais Figo est là. Tu es en théorie, quand même, comme l'a dit Bernard Tapie, dans un niveau qui est supérieur. Donc, on se dit, un attaquant qui arrive dans un niveau supérieur avec un cadre autour de cette qualité-là, qui arrivait déjà à faire des merveilles avec un cadre inférieur, on se dit, c'est bon, il va tout péter. Tout va marcher, il va marcher sur l'eau. Qu'est-ce qui se passe à Barcelone, Sony? J'arrive pas. Je le cherche et tout. Alors, je regarde les stats et tout. Je me dis, ça se trouve, Colin, t'es trop dur dans ta lecture des événements. J'ai regardé les stats. Je me suis dit, bon, allez, la Ligue des Champions, 10 matchs, 4 buts. Ça va, c'est correct. Après, je vois 68 matchs. Donc, je me dis, il a joué. Ouais. Tu vois, il a eu du temps de jeu. Je vois 21 buts, 6 passes décisives. Alors, bon, on est loin des stats que tu avais avant. Mais ce n'est pas acheté à la poubelle non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est qu'on on vient me chercher en tant qu'avant-centre. Ouais. Et on vient me chercher pour remplacer Ronaldo. Ouais. D'accord? Ça ne me fait pas peur. J'arrive au point de numéro 9, j'arrive à l'aéroport de Barcelone avec les supporters de partout, la presse de partout. Ça ne me gêne pas. Et ce qui m'a plus gêné, c'était que le coach qui m'avait pris, Van Gaal, ne me connaissait pas vraiment. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ce que j'avais fait à Marseille, ce que j'avais fait à Monaco, il voulait me transformer en autre joueur. C'est-à-dire que j'étais capable de... Ils n'avaient jamais vu un joueur à Barcelone avoir autant de VMA, de courir, de pouvoir faire des efforts, d'enchaîner des efforts comme moi j'avais fait. Je commence le premier match à Barcelone, je marque contre la Sampdoria, en tant qu'avant-centre. Tout le monde commence à parler le nouveau Ronaldo, voilà, cette comparaison. C'est tout à fait normal. On joue à Valence, on gagne, je marque d'une reprise de volée, je pars en sélection, tout bien, hein? Tout est comme j'avais prévu, les choses, ça se passe super bien. Et petit à petit, Van Gaal commence à me dire, il faut que tu changes, il faut que tu joues mieux de terrain, il faut que tu joues là. Et il changeait les systèmes de jeu pour que moi, je sois plus en retrait et mettre plus en avant, parce qu'il y a Rivaldo qui arrivait, il y avait Figo qui était là, on jouait tous les trois devant. Et petit à petit, il a commencé à me mettre en retrait. On a un match contre Valence, 3 matchs, 2 de coupe, aller-retour, il y a un match du championnat. Et à chaque fois que je trouve Mendieta, je raconte cette histoire. Van Gaal me dit, tu as 3 matchs à faire, tu vas jouer les 3, mais les 3, tu vas prendre Mendieta au marquage individuel. Tu vas jouer 6. Mais il est au courant que tu es recruté en tant qu'attaquant? Oui, mais comme j'avais un 20 mains et comme j'étais bien, comme j'allais vite et comme j'étais capable d'enchaîner des efforts, il a dit, ben, toi, tu vas le prendre en marquage. Sauf que quand Mendieta va frapper un corner et qu'il me voit à côté de lui, quand Mendieta il va frapper au but, il va à côté de lui, le supporter, il voyait la même chose. Les supporters, ils voyaient le numéro 9. Au lieu de marquer des buts, il est en train de défendre. Et sauf que j'étais sifflé. Et qui c'est qui sortait de match? C'était moi. Moi, je prenais la balle, je prenais le ballon, le supporter, il me sifflait. Parce qu'il dit, ben, c'est quoi ce joueur de foot? Et au bout du 3e match, je n'ai pris par la presse et tout, que c'était normal parce que tout le monde attendait le numéro 9 qui marque des buts, que j'avais commencé super bien la saison avec l'équipe du Brésil, j'étais sélectionné. Et d'un coup, je ne suis plus sélectionné parce que je ne marque plus de buts, on ne me voit plus. Et je suis allé devant la presse et j'ai dit, ben, j'ai plus couru en 3 matchs que toute ma vie. Je ne veux plus jouer. Je ne veux plus jouer à ce poste-là. Si je dois jouer, c'est avant-centre. Même si je suis en concurrence ou pas, je vais jouer avant-centre. Ça fait la une de la presse de partout. Van Gaal entend ça. Il m'appelle dans son bureau et il me dit, tu veux jouer avant-centre? Tu attends que je t'appelle. Il m'a mis 2 mois au placard. Je faisais les entraînements et je rentrais à la maison. En revanche, les entraînements de Van Gaal, c'était exceptionnel. Ouais. Je faisais des trucs merveilleux. Mais je savais que le week-end, chaque fois qu'il y avait la liste, je rentrais direct chez moi. Je n'ai pas regretté ce que j'avais dit parce que ça s'est arrêté. Et
Et après, il a commencé 2 mois passés. Il m'a mis dans la liste. Il m'a mis dans la liste et j'ai réussi à retourner l'opinion des socios et des gens avec qui j'ai travaillé à Barcelone. Même le moment où j'ai rentré, il me donnait 5 minutes. Vous voyez, les temps additionnels, 4 minutes. Il m'a dit, viens, tu vas rentrer. Mais j'ai marqué. J'ai dit, si j'ai 4 minutes, j'ai 3 minutes, j'ai 2 minutes, je vais marquer. Et à chaque fois qu'il me faisait rentrer, j'ai marqué. Et les gens, ils ont commencé à adorer. Et c'était la fin de la saison, de cette première saison. On vient me voir au début de la deuxième. On vient me voir et fait, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez partir et tout? J'ai dit non. Je vais réussir à Barcelone. Moi, je vais jouer à ma place. Et on a fait les débuts de saison. J'ai fait Champions League et ça marchait super bien. Tout le monde m'a adoré parce que là, ils ont pris le truc de pistolero. Ouais, je me rappelle. Je marque à Madrid, je marque partout. Et il va chercher Patrick Kluivert pour me mettre, parce qu'il ne voulait pas ma réussite, Van Gaal. Parce que c'était donné raison ce que moi, j'avais dit qu'il fallait que je joue avant-centre. Mais ce qui est dingue, c'est que cet entraîneur, alors je respecte complètement sa carrière parce qu'il a fait de grandes choses. Mais il y a quand même beaucoup de récits comme le tien, là, d'histoires où il a pris un petit peu, il a vu des choses que personne d'autre n'a vues, il a essayé de les imposer. Je respecte le coach. Hein. C'est un très bon coach, mais je ne respecte pas l'homme. Parce que ce qu'il a fait avec plein de joueurs à Barcelone et ce qu'il a fait partout, le côté humain, voilà, le côté humain, c'est pas possible. Juste quelque chose, une anecdote, quand j'arrive à Barcelone, il y a la présentation de l'équipe. Et à la présentation de l'équipe, au Camp Nou, il y a 95 000 personnes pour faire un entraînement pour la présentation de l'équipe. Moi, je venais juste d'arriver. J'étais à l'hôtel. On m'a oublié à l'hôtel. D'accord? Et du coup, t'es où? Je suis à l'hôtel, on ne vient pas me chercher. Il y a la police qui est venue me chercher. Je suis arrivé avec la voiture de la police et tout. Il arrive dans le vestiaire, il montre sa montre, il me dit, c'est la dernière fois. Je venais juste d'arriver, mon premier bonjour. Je ne l'avais pas rencontré avant. C'est comme ça que tu l'as rencontré, c'est comme ça qu'il t'a parlé. C'est comme ça, la première fois. Je n'avais pas eu de téléphone avant, j'avais rien. L'équipe arrivait de stage et là, il m'a dit, c'est la dernière fois. J'ai cerné le personnage, Van Gaal, ça y est, c'est bon, j'ai cerné. Mais bon, du coup, tu me dis, il y a Kluivert qui arrive, qui fait un beau chemin à Barcelone, mais toi, du coup, ça te met des bâtons dans les roues, tu es obligé de partir, je suppose, c'est ça à la fin de la deuxième saison? En fait, ce qui est passé, c'est que moi, j'ai joué Champions League et Patrick jouait au championnat. Van Gaal ne voulait jamais, tout le monde demandait de faire jouer les deux en même temps. Et Van Gaal, il ne voulait pas. Van Gaal, pour lui, c'était une concurrence. Moi, en Champions League, j'ai marqué des buts. J'étais bien en Champions League. Au championnat, quand j'étais sous le banc, j'ai rentré, j'ai marqué. Patrick a marqué au championnat. Il était le titulaire et tout. On n'a jamais joué ensemble. Alors qu'on s'entendait super bien. On était vraiment des potes et on est encore. Tu vois, parce que c'est un mec exceptionnel, extraordinaire, Patrick. Il m'aidait même quand j'étais en difficulté, qu'il voyait que j'étais moins bien. On faisait des entraînements ensemble et tout. On était vraiment ensemble. À la fin de la deuxième saison, moi, je vais voir Van Gaal et j'ai dit, est-ce que je suis en concurrence avec Patrick? Est-ce que c'est le meilleur qui joue? Van Gaal m'a dit non, toi tu ne joueras pas, c'est lui qui va jouer. J'ai dit ouais, mais si je suis meilleur, il fait non, tu ne joueras pas, tu seras toujours deuxième. J'ai dit là je pars. Il m'a dit si tu trouves un club qui paye ce qu'on demande, tu peux partir. Voilà, si je ne suis pas en concurrence, si on n'est pas tous les deux en concurrence, moi je préfère partir. C'est dingue parce que quand même, c'est un rêve de gosse de porter le maillot de Barcelone et c'est complètement dingue que ça se passe comme ça paraît un peu surréaliste. Il y a d'autres propositions que l'OL au moment où tu décides de quitter Barcelone ou pas? Oui, j'ai Marseille. Ouais. J'avais discuté avec Roland Courbis et tout, mais c'est pas fait. J'ai de nouveau des clubs italiens. J'ai Parme. J'avais encore l'Inter de Milan qui avait insisté encore parce qu'ils m'ont suivi depuis. Pour eux, je pense qu'il fallait surtout que je joue en Italie. Et j'avais Liverpool. À l'époque, c'est Gérard Houllier qui était à Liverpool. Mais comme en tant que Brésilien, pour le permis de travail, c'était compliqué pour moi d'aller jouer là-bas. Sauf que moi, quand j'ai eu une discussion avec l'OL, ça marchait tout de suite. Je me suis dit, je vais retourner où ça marchait pour moi. Parce que pour moi, ce n'était pas un échec à Barcelone. Parce que si on m'avait donné tous les moyens de faire, j'aurais fait. En arrivant à Lyon, j'avais plus de maturité. J'avais vécu quand même 2 ans d'expérience au niveau à Barcelone. Et j'ai dit, je peux m'en servir de ça.
On te vend quoi comme projet à l'OL bah alors, bon, j'entends qu'il y a le permis de travail qui t'empêche d'aller à Liverpool, mais quand on veut vraiment aller à Liverpool, ça s'arrange. Du coup, je suppose que l'OL, en dépit de l'Inter Milan, en dépit de Marseille, en dépit de tout ça, arrive à te séduire, arrive à te proposer quelque chose de concret et de beau. Comment ils arrivent? Qu'est-ce qu'ils te proposent? Servette avait gagné déjà des titres. Ils savaient ce que c'était de gagner des titres. Marseille aussi. Monaco aussi. Barcelone aussi. Lyon n'avait jamais gagné de titres. Et Lyon, dans l'époque, je suis parti de la France, Lyon, c'était une équipe qui jouait 5e, 6e, 8e, 10e place. Ce n'était pas une équipe pour jouer le titre. Et le projet, c'était de dire, ce qu'ils m'ont dit, on veut devenir un des plus grands clubs en France et en Europe. On veut faire parmi les plus grands. Et sans toi, on ne pourra pas le faire. Et en fait, on m'a donné cette responsabilité de voir changer la mentalité d'un club, la mentalité des supporters, la mentalité des joueurs, de tout, que ce club devient un plus grand. Ce qui est, voilà. Et je pense que j'ai réussi. Ouais, je pense que tu as un peu réussi. Mais alors, du coup, alors tu sais, je suis confronté à un dilemme. Alors, la chose, c'est que beaucoup sont jeunes de notre audience, OK? Beaucoup parlent de Juninho, qui est un Oui. monument, hein, qui est un monument, qui est une légende, qui est tout ça. Moi, Juninho, c'est un monument, mais il y a eu Sonny Anderson avant, tu vois, qui a mis les bases, qui a remis, comme tu dis là, cet OL-là, il l'a mis dans la bonne direction. Et on va parler des titres que tu as eu, mais tu l'as mis dans la bonne direction, cet OL-là, tu l'as installé en haut. Les obstacles que tu rencontres pour emmener le club à ce niveau-là, c'est quoi? Ben, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. C'est déjà que les joueurs, le club, les gens qui travaillaient avec moi ne me prennent pas pour une star. Ouais. Quelqu'un qui vient de Barcelone pour dire oh, je vais tout changer, ça va marcher comme ci, comme ça. Non, ça, c'était la première chose qu'il fallait que je travaille là-dessus. Après, c'était dans la motivation et de faire croire et que les gens puissent avoir confiance en eux. Dans tout hein. Quand je parle confiance, c'est de dire les joueurs, le staff, le club, les supporters, les gens qui travaillent dans le club, les gens qui sont autour du club, de dire qu'on est en train de changer quelque chose. Et en fait, il y a eu dans le centre d'entraînement, il y a eu pour le terrain, il y a eu pour les affaires, il y a eu pour la sécurité, il y a eu pour la presse, il y a eu des choses dans les exigences d'entraînement avec les joueurs. Parce que quand je suis arrivé en France, on n'a pas l'habitude d'arroser les terrains, on n'avait pas l'habitude d'arroser les terrains pour que ça joue. Et moi, j'ai dit, mais je ne peux pas m'entraîner si le terrain n'est pas arrosé. Parce que le ballon à Barcelone, on jouait, il fallait qu'il aille plus vite. J'ai dit, plus on fait des passes fortes, mieux c'est pour contrôler, pour jouer, on va accélérer le jeu. Et c'est parti de là. La presse au parking, les gens ils venaient là, ils nous recevaient au parking, on faisait des interviews. J'ai dit, maintenant, il faut qu'on ait une salle, il faut qu'on puisse se faire des interviews assis, il faut qu'on ait à l'écart dans un parking. Ben, j'étais très, très exigeant au niveau des entraînements pour qu'on puisse réussir au match. Il fallait qu'on soit exigeant avec nous-mêmes. Acceptez pas le fait, ah, je ne sais pas le faire, j'arrive pas à le faire. Non, je peux le faire et je veux le faire. C'était la différence. Et moi, j'ai fini les 2 premières saisons meilleur buteur de championnat. Et là, ils ont dit, oui, maintenant on le croit. Parce que les 2 premières saisons à l'OL, j'ai fini meilleur buteur de championnat parce qu'il fallait quand même que je fasse remarquer pourquoi je suis venu. Et après les autres saisons, c'est dit, ben non, c'est bon, on peut gagner des titres, on peut aller chercher. Parce que où on a gagné des titres, j'ai jamais fini meilleur buteur de championnat. Non. Aucun de mes clubs. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est dingue. Mais après, cet OL-là, il est costaud parce que justement, la menace, elle venait de partout. Il y avait Sonny Anderson, mais il y avait du monde autour qui savait marquer, qui pouvait faire marquer. Et c'était surtout ça pour moi, dans mon souvenir, la force de cet OL. C'est que parce que nous à l'époque, même on parlait de Thierry Henry tout à l'heure, quand Sénégouvou il arrive, qui va faire son premier match au Red Star et en Coupe de France, qui met un doublé. Moi, ce que j'ai vécu avec les autres, j'ai retransmis aussi à des joueurs qui ont joué avec moi, et Steve Marley, Peggy Lundula, Juninho qui arrivait. En fait, quand vous arrivez dans un vestiaire et que vous regardez à côté de vous un joueur et que vos cœurs ils accélèrent, ça veut dire que qu'est-ce que j'ai en confiance sur lui. À lui de jouer avec lui, ça me fait quelque chose. On a vécu ça, de regarder Greg couper dans le but, tu dis, mais je risque rien. Ouais. Je risque rien. Tu regardes derrière, j'ai Claudio Cassapa, j'ai Emerson, j'ai Patrick Muller. Je dis, mais là, je risque rien. Même la première saison qu'on a gagné le premier titre, au milieu de terrain, on avait Linares et Philippe Biolo. Je dis, ben, ces deux-là, ils vont donner la vie pour nous. Voilà, et ça avait cette confiance-là.
Et ça fait que voilà, on avait une équipe qui, et après, ça est devenu ce qui est devenu l'OL parce qu'il y a tout un changement qui a été fait, ça restait progressivement. Mais quand même, c'est complètement fou ce que tu as réussi à changer dans un club. Et c'est dingue de se dire un joueur peut arriver et changer ce genre de choses. Parce qu'on l'avait entendu avec Zlatan Ibrahimovic, plus récemment avec le PSG. Mais à cette époque-là, se dire un joueur va arriver et changer tant de choses, c'est assez difficile à croire. Mais c'est fou. Bon, on va revenir un petit peu au terrain. Parce qu'il faut quand même parler du terrain quand j'ai Sonny Anderson. Donc, Bernard Lacombe, Jacques Santini, Paul Le Guen. Celui avec lequel tu prends le plus de plaisir dans le jeu, c'est lequel? Wow. Je pense que ce que j'ai eu le plus de plaisir à discuter, à faire des choses, c'est Bernard Lacombe. Parce que le fait d'être un attaquant, un ancien attaquant, Bernard, il aimait les attaquants, il aimait les. Jacques Santini, c'était la continuité de ce qui s'était fait par Bernard. Il a pris l'équipe. Paul Le Guen a pris l'équipe déjà qui était rodée, qui était. Mais c'est Bernard parce que il parlait football et il me donnait des conseils. La première fois que j'ai eu Bernard, il m'avait dit, tu verras qu'à Gerland, tu auras tes repères. Même les panneaux publicitaires, ça aura tes repères. Même derrière le but, l'attendant qui va être là-bas, le ramasseur de balles, tu auras des repères. Et ça, c'est des choses qui étaient importantes parce que je suis rentré à Gerland, j'ai rentré dans le stade, sur le côté, je voyais un photographe. Et je savais où j'étais placé sur le terrain. Ouais. Et ça, il me parlait que de ça. Et il me touchait la cuisse comme ça. Il dit, mon petit, aujourd'hui, tu vas marquer un but. Et dans ma tête, j'ai dit, parce qu'il m'a touché la cuisse, Bernard Lacombe, je vais marquer. Psychologiquement, voilà. Et après, dans le jeu, il fallait que pour jouer vers l'avant, que pour marquer. Et c'était que pour que je marque. Et après, il est parti directeur sportif. Il a continué à faire la même chose avec moi, à discuter avec moi sur le fait qu'il faut que je marque des buts. Il m'a amené voir le terrain. Il m'a amené voir le terrain. Il n'y avait personne. On allait tous les deux se promener autour de Gerland. Voilà. Lui, il m'a fait vraiment, vraiment, vraiment de bien. Après les autres, j'ai Jacques Santini, que ce soit Paul Le Guen. On était dans une continuité d'un travail et qui après, ça fonctionnait tout seul. Alors, à l'OL, tu n'es pas resté sur tous les titres. Tu as lancé la machine un petit peu. Tu m'as parlé de celui de 2003. 2001, 2002, 2001, ouais, 2001. c'est ça. Ouais. Tu m'as suivi de celui-là contre Lens, qui était phénoménal. Est-ce que quand tu arrives à la fin de cette épopée-là, la première, tu te dis, on est intouchable? Est-ce que tu te dis que ce club-là, là, ça y est, il peut partir et tout péter pendant tant de temps? Oui, mais c'est même avant. Parce que quand on a gagné la Coupe de la Ligue, et moi, j'ai Coupe de la Ligue, on gagne le championnat. C'était assez drôle parce que dès qu'on a gagné le championnat, j'ai dit, il ne faut pas s'arrêter là, les gars. Il faut qu'on aille chercher le prochain. On a goûté, vous avez goûté ça, c'est pas merveilleux, il faut aller chercher d'autres. Et là, quand on gagne le deuxième titre, si je reste, j'aurais voulu rester. Ça, c'était une certitude de devoir arrêter ma carrière à Lyon. Mais j'allais peut-être empêcher certains joueurs de se montrer. Je pense que je suis parti un an plus tôt. J'aurais pu rester un an de plus. Et c'est ce que je voulais faire. Mais ça n'a pas pu le faire. Bon, alors tu as commencé à me mettre sur la piste un peu. Mais c'est vrai que nous, on se dit tous, tu vas finir ta carrière à Lyon. Parce que tu es chez toi, tu en as fait ton chez toi. Gerland est dingue de toi. Tu es performant. Donc, on n'a pas l'impression on n'a pas l'impression que quand tu fais la dernière en 2003, que tu arrives à ta saison de trop, comme on peut avoir avec certains attaquants qui passent de 20 à 15, puis 9, puis 3 buts. Toi, on sent que ça peut encore rouler. D'ailleurs, à Villarreal, tu es performant, surtout ta première saison. Pourquoi c'est forcé ce départ-là? Alors, je ne sais pas si les gens le savent. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Tu m'as attendu. Je ne sais pas, mais je voulais rester à l'OL. Il me restait un an de contrat et j'avais une lettre où il fallait que je l'envoie si jamais je voulais partir du club et tout. Mais avant ça, je voulais discuter avec le coach Paul Le Guen et avec le président, qui était à l'écoute de ce que j'avais à dire à ce moment-là. On a fait une réunion, le président et moi, et parce qu'il faut savoir que ma saison, la dernière, j'ai marqué et j'avais eu un arrachement d'adducteur. Je suis resté 3 mois sans jouer, mais à la fin de la saison, j'ai fini en canon. J'ai marqué des buts, but sur but. C'était compliqué avec un caractère, le mien, qui était compétiteur, de vouloir jouer et tout. Pour un coach, c'était compliqué. Peut-être pour un coach qui voulait peut-être autre chose de nouveau dans l'équipe.
Et j'ai fait la réunion avec le président où j'ai proposé la même somme de contrat. Je voulais ni plus ni moins, mais 1 an de plus. Ça faisait 2 ans à Lyon et je finissais ma carrière à Lyon. Jean-Michel Aulas, qui était honnête avec moi, qui me dit, le problème, c'est que je ne sais pas, parce qu'il a eu les infos de Paul Le Guen, si le coach il compte sur toi. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je pars. Je ne pouvais pas accepter les 4 ans que j'ai fait à l'OL et qu'un coach peut dire, dans ton de président, ça ne veut pas si le coach il est compté sur toi pour la saison d'après. Sans discuter, sans avoir nos discussions. J'ai entendu ça, j'ai dit, ben, j'envoie la lettre, je pars. Ça m'a blessé un peu et juste après, juste avant la fin de la saison avec Villarreal, Paul Le Guen, il a regretté. Il me l'a dit. Il a avoué. Il a regretté de ce moment-là parce qu'il ne pensait pas que j'étais capable de faire encore une saison à ce niveau-là. On était au final de l'UEFA. J'ai fini meilleur buteur de l'UEFA avec Villarreal. Et il ne pensait pas que j'étais capable de faire encore une saison. Il a avoué, il a regretté de m'avoir laissé partir. Mais ce qui est dingue, c'est qu'une telle décision soit prise sans jamais vous concerter. Non, C'est-à-dire qu'un club, un entraîneur qui doute des compétences ou du niveau physique de son joueur, à la rigueur, il peut l'avoir vu, ça se comprend, mais il y a une discussion, il y a un échange. je n'ai pas eu du tout. J'ai eu juste le président parce que je voulais faire 1 an de plus avant d'envoyer ma lettre ou pas pour quitter le club. Dès le moment où le président me dit que le coach, je ne savais pas si le coach compte sur toi, ça veut dire que le coach, lui, il ne veut pas compter sur moi. Et, moi, c'est ma fierté, je me suis blessé. Je me suis blessé. Mais c'est vrai qu'il y a une déception. Mais du coup, parce que je t'ai jamais entendu en parler comme ça, donc ça me fait quelque chose. Quand tu regardes en arrière, la fin, elle est un peu amère avec l'OL. Oui. Oui, pour ça, mais j'ai eu la chance de faire mon jubilé, Oui, c'est vrai. de revenir en arrière de tout Mmh. ça et Mmh. de faire quelque chose que je n'ai jamais pu faire quand je suis parti sur mon dernier match. Dire adieu à Gerland, adieu aux supporters, adieu. Voilà, j'ai vu tous les gens qui ont participé, qui étaient là. Jérôme Sédou, celui de Pathé qui a mis quand même l'argent pour m'amener de Barcelone. Ouais. Jean-Michel Aulas, il y avait Jacques Santini, Bernard Mmh. Lacombe, ils étaient tous là présents et les joueurs avec qui j'ai joué. C'est pour ça que j'ai voulu faire mon jubilé à Gerland parce que là, c'était le moment de dire adieu dans ma carrière, ce que je n'ai pas pu le faire à ce moment-là contre Guingamp. OK. La vie au Brésil, avant le Servette, avant l'arrivée en Europe, etc., comment ça se passe? Est-ce que c'est facile, la vie de famille? Dans quel cadre social t'évolues, toi? Bah, en fait, j'étais pas dans une favela. Ça, c'est voilà. Mon père, il était footballeur, il était entraîneur. Ma famille vient de footballeurs, mais j'ai vécu dans les moments vraiment difficiles de mon enfance. Par moments, je n'avais pas à manger à la maison. Ouais. Par moments, il fallait aller. Moi, je me réveillais, j'avais l'âge de 13 ans. Il fallait que je me lève le matin à 3 heures du matin pour aller dans les champs, la collecte de coton pour travailler, pour amener de l'argent à la maison. J'ai passé des journées entières à aller chercher des fruits, à chercher des choses dans les champs pour amener à manger parce qu'on n'avait pas à la maison. Voilà, on attendait qu'une chose, c'est un jour, quand arrive Noël, c'est ma tante qui m'a acheté des cadeaux. Les cadeaux, c'était un paire de chaussures, une ceinture, un pantalon, une chemise. Et on gardait ça l'année. Le reste du temps, j'avais des vêtements qui étaient donnés par des voisins, donnés par des gens. Et tout ça, c'était dans un seul but de dire un jour, je réussis. Ouais. Et j'ai joué au foot partout, 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 partout où j'allais, j'ai joué au foot parce que je me suis dit, un jour, je serai footballeur comme mon père, comme mon frère. Voilà, c'était pas évident, on va dire jusqu'à l'âge de 18 ans, quand j'ai signé 17 ans, quand j'ai signé mon premier contrat pro. C'est-à-dire que moi, j'étais au centre de formation, je voyais que mes copains, ils allaient acheter des gâteaux, ils allaient acheter des choses, et moi, je voyais juste, j'avais juste qu'une chose, c'est de dire, lundi, ça sera ouvert, la cantine, il y aura le petit-déj, je vais manger. Parce que le week-end, je ne mangeais pas. En revanche, j'ai pris la clé de la salle de muscule et j'allais m'entraîner. Wow, ok, d'accord. Alors c'est vrai, je comprends il est dans la vie de ton père, il est dans la vie de ton frère, il est dans votre famille. Mais comment le foot il reste important quand on vit ce genre de choses-là? Comment on arrive à se dire le foot qui est un jeu, qui est du sport, quand on est amené à travailler dans des champs de coton pour subvenir aux besoins de sa famille à 13 ans et que potentiellement on ne mange pas le week-end alors que les autres ils vivent dans un cadre de vie différent, comment on arrive à se dire ah le foot ça reste une priorité? Ben, c'est là où j'étais heureux.
Vraiment, Ouais. vraiment heureux. C'est-à-dire que moi, mon père, il choisissait toujours des maisons à côté d'un terrain de foot ou un terrain vague. On était dans les déchets, pas possible. On écartait tout avec mes frères et on jouait au foot. En fait, pour moi, c'est un jeu, mais c'est là où je suis heureux. Quand j'avais des matchs, j'ai joué avec une petite équipe et tout ça. J'avais pas de vêtements, j'avais rien. Mais moi, le matin, j'étais à 5 heures du matin, alors que le match commençait à 9 heures, 5 heures du matin, j'étais en train de réveiller mon père. Il dit, ben non, c'est pas l'heure. Et c'est pas l'heure. Alors que je n'avais pas les habits, je n'avais rien. Il fait, mais tu n'as même pas habillé. Je dis, ben, je n'ai pas, papa. Je n'ai pas, j'ai pas. Ben, je mettais un short, une chaussette trouée et on partait au match. Et c'est cette joie-là pour dire que je vais jouer au football n'importe comment, mais je vais jouer au football et voilà, on tient à ça, à la joie de jouer au football, de la joie de marquer un but, de dribbler, de faire, voilà, de partage avec les copains. Et j'ai oublié tout ce qui est le problème qu'il y avait à la maison quand j'étais sur le terrain. C'est incroyable comment le foot, il peut sauver des vies. C'est Oui, c'est incroyable. incroyable. Bon, tu fais tes gammes au Brésil, d'accord? Oui. Centre de formation, tu évolues, tu signes ton premier contrat pro. Il y a ton arrivée en Europe. Comment elle se fait? Parce que, alors, ok, j'entends, il y a un papa qui est dans le foot, mais c'est toi qui le vis. C'est toi qui vis ça, qui te retrouve tout seul à faire l'expérience de tout ça. Alors, c'était complètement par hasard, hein, mon arrivée. Parce que moi, je venais de faire un match avec le Guarani là-bas quand j'étais au club au Brésil, un Ouais. dimanche. Le lundi matin, j'ai un agent qui vient et qui me dit demain, tu pars avec moi en Suisse. J'ai dit, mais c'est où la Suisse? Il me dit, ben, c'est en Europe. J'ai dit, ben, OK. Ben, alors, je suis allé dans l'avion, tranquille, j'arrive au voyage et tout ça. Et je me suis dit, je suis parti avec tout ce que je pouvais avoir de chaud. Je pars. J'arrive au mois de juillet. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Moi, on m'avait dit que je pensais qu'ici en Europe, il faisait que froid et neigeait toute l'année. Parce que moi, je pensais que l'Europe, c'était ça. Il faisait que froid. Et en fait, on arrive toute la journée dans un hôtel à côté de l'aéroport en Suisse. Et je vois que l'agent discute avec les gens de Servette. Et ça rigolait pas. Et moi, je regardais tout le monde, je ne comprenais rien, pas un mot de français et tout. Et je faisais des sourires de loin. Mais en fait, ce n'était pas moi qui devais être dans l'avion. C'était Evaí, un attaquant brésilien qui était à Atalanta avant, mais qui ne voulait plus venir en Europe. Et l'agent, pour ne pas arriver des mains vides, il a dit, ben, j'amène quelqu'un. Il m'a amené. Et je suis arrivé toute la journée en discussion. Et l'agent, il vient me voir, il fait, écoute, il y a un match dans 3 jours, dans 2 jours, ils veulent te voir. Un match amical. Ben, on fait un match, c'est quand on sert, on perd, il pleuvait des cordes. C'était horrible. Et le lendemain, le petit-déj, mes affaires étaient tout prêts. L'agent, il vient me voir, il fait, écoute, ils ont vu quelque chose en toi, ils te gardent. Et comme ça, tu as signé au Servette. C'est comme ça que j'ai signé au C'est Servette. incroyable. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de discussion entre toi et l'agent au départ pour préparer tout ça. Ah Limite, tu non, l'apprends comme ça, quoi. ben, il m'a dit, viens avec moi. Viens avec moi. Ben, je ne pensais pas, il ne m'a rien dit pendant tout le vol. Il ne m'a rien dit les conditions, parce que je venais pour remplacer quelqu'un, que le club n'était pas au courant. Et en plus, quand je suis arrivé, ils ont dit, ben, Anderson, ils attendaient quand même un blanc suédois. Et pas du tout, pas du tout. Et j'arrive, ben, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit, ben, ils ont vu quelque chose, Ouais. on le garde. Et dès ce moment-là, j'ai dit, je ne rentrerai plus jamais au Brésil. Ma carrière, elle va être faite ici. C'est un destin. Il y a quelque chose qui est écrit, il va falloir que je signe. Voilà. Et du coup, ben, j'ai fini ma buteur la première saison au Servette. Voilà. Aujourd'hui, bon, tout le monde te connaît comme le consultant, un des consultants phares de Beansport. Les projets, c'est quoi? Est-ce qu'il y a l'envie de retrouver les terrains prochainement dans un rôle de coach principal ou pas? Aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Ouais. Moi, je suis effectivement consultant en Beansport. J'ai attaqué ma 10e année Ouais. depuis le début de la chaîne. Et je suis conseiller de président auprès de Lyon-La-Douchère. Ça D'accord. veut dire que l'équipe qui est en National 2, c'est un projet qui me tient énormément à cœur parce que c'est un projet social. C'est un projet dans le quartier. C'est un projet on fait vivre des associations, on fait vivre l'intérieur du club comme jamais. D'accord. C'est-à-dire que c'est le côté plutôt associatif qui me tient à cœur. Effectivement, soit la section féminine des équipes de National 3, de clubs, en fait, c'est un projet pour qu'on devienne un 12e club à Lyon. Rien à voir avec l'OL, mais un club populaire
Vous savez, à l'époque, quand on allait au match, quand on mangeait des merguez, voilà, on prenait notre sandwich, les enfants, ils sont là, ils jouent. C'est ça qu'on veut le faire à la Duchère. Et aujourd'hui, je suis conseiller auprès du président. De temps en temps, je donne des conseils aux joueurs. Oui, ben, dans ma tête, ça reste toujours, oui, de retrouver un terrain, de retrouver un banc de touche. Parce que je pense que mon savoir-faire aujourd'hui, ce que j'ai construit pendant ma carrière, ben, je ne peux pas tout retransmettre. Et c'est une Ouais. frustration. Donc, à surveiller quand même. À On surveiller. dit non pour l'instant, mais à surveiller quand même. Bon, moi, je t'ai cuisiné. J'ai eu ce que je voulais. Je te propose 5 questions de fans. Il y a Gaël Fréron qui nous dit est-ce que le premier titre à l'OL est ta plus grande réussite dans le foot? Oui. Ok, Ouais, c'est ma sans plus grande. hésitation. Ouais, Sans hésitation. ouais. Jisouk, des regrets par rapport à la sélection ou pas? Pas du tout. Pas du tout. J'ai eu 7 sélections. Ouais. J'ai aucun regret parce que devant, il y avait Ronaldo, Bebeto, Romario, Rivaldo. Ouais. C'est-à-dire, quand vous avez ça et que vous arrivez à être sélectionné 7 fois, j'ai marqué un but, j'ai fait une Coupe de Confédération, j'ai réussi ma sélection. T'es excusé avec Ronaldo, Rivaldo, on t'excuse. C'est pas de ta faute. Ça va. Hamzalza qui nous dit qu'a-t-il manqué à l'OL pour aller au bout en C1? L'expérience. Parce qu'à l'époque, quand tout allait bien, il a manqué peut-être. Moi, j'étais trop âgé et Karim Benzema était très jeune pour être là. Il y avait ce plafond de verre, hein, les cas. Il y avait ce plafond de verre qui était dur. Et ça manquait ça parce que vous ne gagnez pas la Champions League parce que vous claquez deux doigts. Cette année, on va gagner la Champions League. Il faut que ça soit tout, qui fonctionne tout parfaitement, toutes les blessures, que personne ne soit blessé, qu'il y a un effectif qui est assez riche, que tout le monde joue de la même façon. En revanche, ce qui a manqué, je pense, à l'OL pour aller au moins à la finale, c'est un avancement entre Karim et moi, parce que Karim est arrivé après, il était trop jeune et moi, c'était trop vieux. Quoi. Ouais. Amine Idé 92, qui mérite le ballon d'or cette année? Tu vois vers où je vais en venir. Benzema. Benzengol, Karim. Ouais. Karim exceptionnel. On parle beaucoup de la carrière, on parle beaucoup de la durée de Cristiano Ronaldo et Messi, parce qu'ils étaient en concurrence directe les deux. Pas les médias, pas le son. Mais Karim, il a duré aussi longtemps qu'eux au haut niveau. Il a joué avec des joueurs qui sont venus au Real pour prendre sa place. C'est toujours lui qui a joué. Ouais. Aujourd'hui, le Real, depuis pas mal d'années, il a la réussite parce que Karim, il est là. Oh, et encore plus en ce moment. Et encore plus en ce moment. Oui. Et là, encore plus, quand vous êtes resté plus de 5 ans, je ne sais pas, sans être en sélection de l'équipe de France, qui vous rentrez, qui vous êtes à ce niveau-là, ben, aujourd'hui, sans hésitation, c'est Karim. Karim, si t'entends, on est avec toi. Ballon d'or cette année. 972, Ragnard qui nous dit, attention, ça pique celle-là. Hein. Benzema ou Thierry Henry? Alors, je fais rien à taille. Karim Benzema, Thierry Henry, Sonny Anderson. Bravo. Mais c'est vrai que Benzema en plus, alors Thierry Henry, tu l'as eu quand il était petit, quand il était petit en tant que joueur, c'était un peu ton coéquipier que tu prenais sous ton aile. Benzema, tu l'as eu quand tu étais entraîneur des attaquants à l'OL notamment. Oui. Tu sentais déjà il va tout péter. C'est la même chose que Thierry. Vous avez une personnalité, vous avez une confiance en soi, et Karim, il avait cette confiance, il a cette confiance en lui. Ouais. Eh ben, je n'ai jamais vu Karim douter. En fait, tout le monde disait Karim Benzema, à un moment, il doute au Real, mais il n'a jamais douté. Moi, j'ai toujours détesté ça quand on dit un attaquant, il manque de confiance. En fait, c'est quand les gens commencent à dire il manque de confiance, il manque de confiance. Là, on met ça dans la tête des supporters. Les supporters vont regarder un joueur et vont dire il manque de confiance, alors qu'il ne manque pas du tout de confiance. Mais moi, je voyais toujours Karim progresser et de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Parce qu'il a une personnalité, il a une telle confiance en lui, comme Thierry Henry il en avait en lui. La confiance des grands. Oui. Bon, Sonny, quand on passe dans Call Interview, on finit par Cool Interview. 2-3 questions sur ta vie de tous les jours et on te libère. Ça marche? Allez. Le dernier appel ou dernier SMS que tu as envoyé et pourquoi? À qui c'était? C'était pour mon coach d'ici de Lyon Ladoucère, le Bellec. Ouais. Parce qu'on vient de signer un arrière droit. J'ai juste pour le dire. C'était du boulot. Le dernier film que tu as regardé sur Netflix? Il ne faut pas le dire. Il y a pas, okay. Il faut pas le dire. C'était Charlie et les anges.
La série que tu peux regarder 50 fois sans te lasser. Bah, en fait, je peux tout regarder parce que je ne me rappelle pas des films. En fait, je peux tout les regarder et tout, de revoir et tout. Ok. Y a Donc, pas. tu te lasses jamais des séries. Non, parce que je ne me rappelle pas vraiment, je me rappelle pas de ce qui se passe dans les films. La musique que tu écoutes le plus? Alors, que j'écoute le plus, forcément, c'est de brésilienne. Ouais, forcément. Forcément, c'est brésilienne, mais pas les nouvelles. Je suis un peu nostalgique de la musique brésilienne ancienne. Voilà, Il c'est ce que y a un j'écoute. petit morceau en particulier ou pas? Non, non, je Non. ne sais pas C'est chanter. l'ambiance, tu recrées l'ambiance un peu de quand tu Voilà. étais petit. Non, mais c'est surtout ambiance de moments de musique que j'écoutais avec mon père, mes frères. Ouais. Voilà, ça me fait penser des moments de mon enfance. Voilà, quand on écoute une chanson, il faut toujours qu'il y ait quelque chose, et un lien. La célébrité avec qui tu aimerais boire un verre. Ça peut être dans le foot, ça peut être ailleurs, ce que tu veux. Tiger Woods. Ouais. Ouais. Je suis fan de l'athlète et comme j'adore le golf, en fait, je n'ai pas de rêve de rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer, je veux être excitation, mais voilà, si un jour j'ai la possibilité de voir un verre, juste de le voir passer à côté voilà, c'est Tiger Woods. Je regarde pas sa vie privée, Ouais. comme partout dans le sport, partout dans la vie, mais c'est le parcours de l'athlète qui est exceptionnel. Sonny, c'est bon, tu as bouclé ta call interview. Parfait. Chapeau, monsieur. C'était top. Merci. C'était Ah, top. J'ai c'était passé cool. un super moment. Tu vois, j'attendais avec impatience ma rencontre avec Sonny Anderson. Bah, je ne suis pas déçu. C'était magique. Ça va, tu as passé un bon moment avec nous? Très bien, un bon moment, superbe. Il y a Super. des choses que tu as réussi à me faire dire que je n'avais pas dit avant. Tu Donc, vois, ça, bon. c'est la Bravo. chance. La chance. Merci à toi, en tout cas. C'est sympa d'avoir Merci. été si sincère et dispo. Et puis, bon, on se dit à très vite. Je te À souhaite le très vite. meilleur. Et puis, pour vous, bah, continuez de kiffer les call interviews avec d'autres invités de fou et des anecdotes en folie, comme on a chaque semaine. Et surtout, continuez de prendre soin de vous. Ciao.